Bonjour et bienvenue dans ce numéro 47 de ma revue d'activité parlementaire en mode député. Au cours de ce mois de novembre, il y a eu 3 phénomènes qui structurent de plus en plus la période et sur lesquels je voulais revenir. La question de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, la réponse du gouvernement de manière générale et les alternatives et l'existence d'alternatives à construire par rapport à cette réponse du gouvernement. D'abord la crise sanitaire, parce que c'est ça qui continue à structurer l'ensemble de notre vie au quotidien. C'est la réalité d'une épidémie qui continue à faire des victimes et la nécessité de continuer à suivre ces consignes sanitaires. La difficulté est que la politique du gouvernement jusque-là a été pour le moins erratique et surtout que les moyens mis en œuvre, notamment pour aider l'hôpital, pour aider les soignants, ne sont toujours pas à la hauteur de la situation. Je vous renvoie pour cela à l'intervention et aux nombreuses interventions de notre collègue Caroline Fiat, qui a été chef de file, et qui est toujours la chef de file du groupe parlementaire sur les questions notamment du financement de la sécurité sociale, sur les questions de santé en général, mais sur le financement de la sécurité sociale, puisque c'est un débat que nous avons en ce moment à l'Assemblée. Nous sommes en débat budgétaire à la fois sur le budget de l'État et aussi sur le financement de la sécurité sociale. Et comme l'explique très bien Caroline Fiat, les moyens mis par le gouvernement sur la table ne sont toujours pas suffisants pour permettre de faire face à la crise sanitaire, aux besoins, ne serait-ce qu'en équipement de base des soignants et soignantes, et puis surtout à leurs besoins de manière générale, dans leurs conditions de travail. Et en plus de ne pas être à la hauteur en termes de moyens, la casse de l'hôpital public continue, la mise en œuvre de cette politique comptable, austéritaire, qui pense en fait la santé comme un marché et comme un coût quand il s'agit du public, et un marché pour le privé, est toujours à l'œuvre parce que, en vérité, ce gouvernement ne sait pas penser autrement qu'avec ses lunettes néolibérales. Et donc, du point de vue sanitaire, on a toujours la poursuite de cette politique, cette gestion en fait néolibérale de la crise sanitaire, à laquelle nous avons opposé la nécessité d'une planification sanitaire et de mettre les moyens et de redonner les moyens à l'hôpital public. Je vous renvoie à la production que nous avons, nombreuses productions que nous avons faites sur le sujet et au débat autour du financement de la sécurité sociale. Nous avons aussi passer du temps dans notre contre-budget, justement, aux mesures d'urgence qu'il faudrait mettre en œuvre pour répondre à cette situation. Et puis, la crise sanitaire a aussi des conséquences économiques et sociales particulièrement graves. Le Secours catholique, dans son récent rapport qui est sorti au cours du mois, indiquait qu'il y aura bientôt 10 millions de pauvres dans ce pays, de personnes qui étaient de conditions modestes, mais qui arrivaient à s'en sortir jusque-là et qui, à cause de la crise sanitaire, de l'arrêt de l'activité économique, de tout l'enclenchement des difficultés autour de la crise du Covid, sont tombés dans la pauvreté et ont été particulièrement précarisés. Mais il y a aussi de nouveaux publics en fait, qui vont avoir besoin de l'aide matérielle immédiate, de l'aide alimentaire notamment du Secours catholique et de toutes les associations d'aide. Ce sont les petits commerces. C'est une partie de ce qu'on a appelé la classe moyenne qui se retrouve aujourd'hui particulièrement précarisée, parce que nous avons un gouvernement qui préfère continuer à dérouler le tapis rouge aux géants comme Amazon plutôt qu'à aider le petit commerce. Et c'est notamment par rapport à ça que nous avions développé un plan de déconfinement économique pour répondre aux besoins de ce secteur qui est quand même fondamental pour la survie et le développement économique du pays. Par rapport à cette dimension, nous avons, dans le cadre du travail parlementaire et aussi avec le mouvement de la France Insoumise, produit une proposition pour des alternatives au confinement, parce qu'il est absolument nécessaire de penser les prochains mois, voire les prochaines années.
on ne sait pas combien de temps encore cette crise va continuer, même s'il y a un vaccin qui est trouvé, ben, les conditions sanitaires, je pense, devront continuer à se maintenir quand même à un niveau élevé. Et donc, il faut d'ores et déjà organiser et penser l'organisation de la société, parce qu'on ne peut pas vivre en confinement généralisé ou de confinement en reconfinement. Enfin, c'est un horizon, en fait, absolument insupportable et qui n'est pas une fatalité. Voilà pourquoi nous avons produit ce document qui montre comment, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des entreprises, dans tout un ensemble de secteurs, on peut mettre en place un fonctionnement qui permet à la fois d'assurer les conditions sanitaires nécessaires et puis de pouvoir mener une vie et notamment une sociabilité suffisante dans le contexte que l'on sait. Ces propositions ont d'autant plus d'importance aujourd'hui que nous avons un gouvernement, je l'ai dit sur la question de l'hôpital et de la réponse sanitaire, qui n'a jamais eu de plan B, qui n'a jamais été capable de penser au-delà de son schéma de gestion néolibérale et dont la seule perspective aujourd'hui, c'est de relancer la machine comme avant, avec la même grille de lecture et sans avoir du tout tiré les conséquences de ce qu'a révélé la crise sanitaire, c'est-à-dire l'incapacité du système actuel du capitalisme néolibéral à répondre aux besoins de santé et puis aux besoins de protection globale de la société. Et donc, ils continuent à réappliquer en fait leur schéma de gestion néolibérale et ce qui développe aussi, et ça c'est le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir et qui est extrêmement structurant également, c'est une réponse en termes d'autoritarisme, une réponse sécuritaire. Ce n'est pas juste en fait une diversion ou le fait qu'ils ne savent pas faire autrement. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on répond par l'escalade sécuritaire au manque de protection dans l'autre sens. Mais je crois que ce qu'on voit se dessiner avec la Macronie, et quand on fait l'historique en fait, de l'ensemble des lois qui ont été votées déjà par cette majorité, il y a un continuum sécuritaire et c'est toute une vision en fait, de la société qui est développée par ce gouvernement et cette majorité de droite, voire de droite extrême, et voire avec des accents où c'est tout le discours de l'extrême droite qui est repris aujourd'hui quand même, hein, du plus haut sommet de l'État. Et on le voit notamment dans les débats autour et la proposition de loi qui a été déposée et débattue à l'Assemblée nationale ce mois-ci autour dite de la sécurité globale. Donc c'est une proposition de loi de la majorité et qui touche beaucoup d'aspects. On a beaucoup parlé de l'article 24 puisque c'est effectivement un article particulièrement liberticide à plusieurs niveaux, mais c'est l'ensemble en fait, de la proposition de loi qui porte aussi bien sur le développement de la police municipale, sur le développement de la sécurité privée, sur le développement de la télésurveillance avec les drones, les caméras mobiles, et donc en fait la mise en place d'une société de surveillance de masse qui envahit aussi l'espace privé, parce qu'il y a des dispositions qui permettraient des intrusions d'enregistrement de ce type-là, qui remettent en cause le droit à la vie privée, mais aussi le droit de manifester, la liberté de s'informer et d'informer. Et donc là, on parle particulièrement de l'article 24, qui a mobilisé beaucoup des secteurs des médias indépendants, de celles et ceux qui se mobilisent, s'engagent souvent à couvrir des événements de mobilisation sociale et qui ont eu au premier chef, pour qui c'est un enjeu en fait, de pouvoir filmer, de pouvoir diffuser ce qui se passe notamment dans les manifestations. Et c'est souvent ce secteur-là aussi qui a été la cible depuis 3 ans, avec beaucoup d'autres secteurs de la société qui se mobilisaient sur tout un ensemble de questions sociales et qui ont été la cible d'une répression policière et judiciaire particulièrement violente. Et donc, pour qui cette question-là n'est pas juste une question abstraite, mais d'engagement professionnel et puis de réalité vécue. Donc il y a cet article 24-là qui à lui seul suffirait à s'opposer à la loi, mais il y a toutes ces autres dispositions qui, comme je le dis, dessinent en fait une vision de la société. Une vision de la société où il faut contrôler, surveiller les individus pour leur bien, nous dit-on, parce que
aucun régime ne dira jamais explicitement qu'il le fait pour ses propres intérêts ou pour des raisons problématiques. Donc c'est toujours pour le bien des gens qu'on met des caméras partout, qu'on les surveille et puis qu'on donne de plus en plus de pouvoir à la police parce qu'en fait c'est une vision de la société où les individus doivent être contrôlés et puis surtout ça traduit en fait le déficit d'adhésion en fait quand on fait preuve d'autoritarisme c'est parce qu'en fait on manque d'autorité légitime. Ce que nous développons et ce que nous avons toujours développé depuis 3 ans à l'Assemblée nationale sur ces questions-là de sécurité, vous pouvez retrouver une présentation de notre vision dans le colloque que nous avons organisé en début septembre sur cette question-là avec Hugo Bernalicis et Jean-Luc Mélenchon, et où nous expliquons quelle est notre doctrine, notre politique générale en matière de sécurité. Mais de manière plus générale, en fait, il s'agit de répondre à dans quelle société voulons-nous vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où on donne en plus de pouvoir aux forces qui sont utilisées pour la répression sociale, mais que nous pensons qu'elles doivent être au service en fait de la protection de la population, qu'elles doivent être les forces de police, de gendarmerie et autres, doivent être des forces gardiennes de la paix et pas des forces de l'ordre et pas des forces qui maintiennent l'ordre inégalitaire et le statu quo, parce que c'est ainsi qu'elles sont aujourd'hui de plus en plus utilisées, et ce qui se fait d'ailleurs au détriment même de ces agents-là, de ces policiers et policières, de ces gendarmes qui sont instrumentalisés de manière anti-républicaine et dont la mission même est dévoyée. C'est ça notre vision, c'est autour de ça que se déploient nos propositions que nous continuerons à porter dans le débat, quoique prétende la Macronie, qui n'a jamais été capable de lire plus de 3 lignes de nos propositions. Elles sont nombreuses dans le domaine. Nous avons toute une nouvelle doctrine, notamment de la désescalade et puis de développement des missions d'investigation absolument essentielles si on veut, pour le coup, s'attaquer à la délinquance et au réseau de délinquance. Mais pour ça, il faut une police à qui on arrête de faire n'importe quoi et qui est exemplaire aussi en matière de rapport avec la population, de respect des droits, notamment le droit à la sûreté de la population. Et donc, c'est une dimension qui nous semble fondamentale. Et c'est justement parce que nous avons un autre modèle de société à proposer, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité à l'escalade sécuritaire et autoritaire, à la dérive autoritaire que nous vivons aujourd'hui, que je crois que la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022 arrive au moment qu'il fallait. Au moment qu'il fallait, dans une période particulièrement sombre et difficile à vivre au quotidien, et puis surtout difficile pour se projeter. On a l'impression d'être dans un espèce de tunnel interminable. L'insécurité antiterroriste, l'insécurité sociale, l'insécurité sanitaire, tout ça, en fait, bouche toutes les perspectives. Et je crois que cette candidature-là, qui s'inscrit dans le travail fait depuis 3 ans à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'opposition radicale à la politique macroniste, la politique au service des riches, des puissants, au service d'une vision, comme on le dit, sécuritaire de la société. Nous y sommes opposés pied à pied, mais nous avons aussi proposé des solutions alternatives. Nous avons proposé sur la question sanitaire, nous avons proposé sur tous les débats que nous avons eus à l'Assemblée, lors de nos journées d'initiative parlementaire notamment. C'est tout ce travail-là qui a enrichi notre programme de 2017, l'avenir en commun, et qui est aujourd'hui mis en débat et que nous proposons en débat pour que Jean-Luc Mélenchon, qui en a été l'extraordinaire porte-parole en 2017 et aussi en tant que président de notre groupe parlementaire depuis 3 ans, l'incarne et le représente à l'élection de 2022. C'est une candidature que je soutiens vraiment avec beaucoup d'espoir, parce que je pense que c'est possible. Il y a un trou de souris, mais ce trou de souris, aujourd'hui, il existe, de faire vivre ces propositions, de construire une majorité alternative, de fédérer les forces politiques, sociales, associatives de ce pays pour construire une autre société
qui également arrive à briser le cercle, c'est même pas un cercle, l'étau absolument infernal dans lequel aujourd'hui la Macronie essaie de nous enfoncer. Et cet étau, c'est bien sûr celui d'une alliance, l'alliance objective aujourd'hui qui se construit entre Emmanuel Macron et l'extrême droite et Marine Le Pen. Et je crois qu'aujourd'hui, la force en termes de propositions et en termes de perspectives qui arrivera le mieux à le faire, c'est notamment celle que représente Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que nous avons besoin de tous et toutes, et nous ne serons pas, et j'espère, et je crois que nous ne serons pas les seuls, et que beaucoup de gens de diverses étiquettes, et surtout qui n'en ont pas, nous rejoindront. Et nous espérons encore que notre proposition de fédération populaire soit entendue et que cette main tendue soit acceptée par d'autres sensibilités progressistes, socialistes, écologistes, pour justement à la fois rompre avec les politiques menées jusqu'à présent, battre l'extrême droite et faire en sorte que l'extrême droite et les idées qui sont portées aujourd'hui du plus haut sommet de l'État soient mises en échec et que nous puissions commencer la construction et la reconstruction justement du bouclier social, de la bifurcation écologique et de la refondation démocratique qui sont si urgentes aujourd'hui et pour lesquelles nous avons des propositions, mais je pense que des milliers de personnes ont des propositions. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons remis en débat et en contribution et à contribution les éléments de notre programme, enrichis des propositions parlementaires que nous faisons depuis 3 ans. Je vous invite à aller sur le site Nous sommes pour, donc qui est le cadre que nous avons mis en place pour participer, pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons aujourd'hui plus de 150 000 signatures de soutien. C'était un chiffre que nous nous étions donné pour enclencher aussi une dynamique de réappropriation citoyenne de cette élection présidentielle qui aujourd'hui en fait est quand même restreinte, en tout cas pour les candidatures à 500 élus, et donc appeler à 150 000 signatures, c'était aussi une proposition justement de changer un peu ces institutions que nous voulons changer jusqu'au bout, puisque nous ne voulons pas nous arrêter à la Ve République et au présidentialisme. Nous voulons enclencher, et ce sera une des premières mesures que nous mettrons en œuvre quand nous serons en responsabilité, une véritable constituante, un processus constituant, une 6e République. Mais voilà, à travers aussi ce processus de mobilisation de la campagne et des signatures que nous voulons maintenant aller jusqu'aux 300 000, puisque nous avons eu les 150 000, c'est aussi voilà, cette dynamique citoyenne que nous voulons construire. C'est comme ça que nous voyons aussi notre campagne, une campagne à la fois sur les perspectives et sur l'action immédiate au quotidien. Voilà, je vous appelle donc tous et toutes à aller sur le site Nous sommes pour, à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et puis à vous emparer des outils qui sont mis à disposition pour vous mobiliser au quotidien, pour enrichir le programme et pour construire cette fédération de nos forces pour mettre en échec la Macronie et ses alliés d'extrême droite. Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 24 novembre, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi Sécurité globale qui a alerté ces derniers jours de nombreuses personnes, des acteurs et actrices, des syndicats, des journalistes, des documentaristes, des grands reporters, mais aussi des ONG et jusqu'à même l'ONU sur son impact sur les libertés publiques, sur les libertés fondamentales. C'est une loi dont on a parlé, notamment des dispositions les plus connues, comme la surveillance généralisée par drone, ou encore le fameux article 24 qui pourra ou qui permettra d'empêcher les journalistes et tout citoyen de filmer et de diffuser les images de policiers en exercice. Mais également, dans cette proposition de loi, il y a une disposition qui veille à amincir la frontière entre la sécurité privée et les fonctionnaires de police. C'est une disposition qui a été combattue
par Daniel Obono et par le groupe La France Insoumise en commission des lois et dans l'hémicycle. Et elle amincit dangereusement la frontière qui existe entre, d'une part, les fonctionnaires de police qui obéissent à une déontologie, à des règles spécifiques et qui exercent une mission aussi qui est spécifique, qui est celle du maintien de l'ordre public, et d'autre part des salariés privés qui, eux, pour le titre de leur employeur, eh bien, exercent une mission de sécurité d'un lieu privé, d'une entreprise, d'un supermarché, comme on en voit tous les jours dans notre vie quotidienne. Et l'amoindrissement de cette frontière, il est opéré par divers mécanismes qui rapprochent le statut du salarié de sécurité privée à celui du fonctionnaire de police. Sur la forme, par exemple, il y a un renforcement des conditions de formation et des conditions d'embauche du salarié de sécurité privée, comme par exemple l'exigence de résidence minimum sur le territoire français ou encore l'exigence d'une maîtrise du français, mais il y a aussi la mise en place d'une tenue standardisée, ou en tout cas d'éléments de reconnaissance qui devront être portés par les agents de sécurité privés. Ils en portent déjà, on reconnaît déjà facilement ces personnes, mais là, l'objectif quand même, ou en tout cas l'impact de cette loi sera de rapprocher toujours plus de l'uniforme policier, même si ce n'est pas un uniforme à part entière. Et sur le fond, cette loi minimise la frontière en accroissant les pouvoirs en matière de fouille des agents privés. Elle accroît aussi de manière ponctuelle leur pouvoir sur autorisation du préfet pour leur faire exercer des missions ponctuelles d'ordre public qui seront exercées sur la voie publique et donc en dehors de leur lieu de travail habituel. Et la proposition de loi aussi prévoit une circonstance aggravante pour les agressions de ces agents de sécurité privée dans le cadre de leur mission, et ce qui fait penser beaucoup aussi à cette circonstance aggravante pour les agressions qui sont commises à l'encontre de fonctionnaires. Ces dispositions, elles sont d'abord inutiles puisque le Code pénal réprime et donc protège déjà toute personne contre les agressions, y compris les agents de sécurité privés sur leur lieu de travail. De plus, contrairement à ce qu'elles prétendent, ces réformes ne protègent pas plus les agents de sécurité privés, et bien au contraire, puisque dans les mêmes conditions, pour les mêmes conditions de travail, sans contrepartie supplémentaire, pour les mêmes salaires qui sont bien souvent très bas, eh bien ces personnes, ces salariés, pourront se voir contraints et contraintes d'exercer des missions supplémentaires sur injonction de leur employeur, et des missions qui normalement importent d'avoir des connaissances techniques, des formations suffisantes. Or là, elles ne l'auront pas forcément et seront amenées à exercer des fonctions qui les mettront de plus en plus en danger. Donc ça ne protège absolument pas ces agents de sécurité privée. Enfin, plus généralement, cette confusion entre policiers et salariés ouvre la voie à une future privatisation de la sécurité publique, qui s'inscrit très logiquement dans le cadre de l'idéologie libérale qui prévoit et prône toujours moins d'État, ou en tout cas toujours moins d'État pour le plus grand nombre. Et cette privatisation, comme toute privatisation, eh bien, fera certes l'intérêt de quelques-uns et de quelques-unes, mais se fera surtout au détriment de toutes, de tous et de l'intérêt général. Voilà pourquoi cette proposition de loi est dangereuse et qu'elle a été combattue par Daniel Obono, par la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette séquence de l'EMD consacrée à la circonscription. Dans cet épisode, je vais vous parler précisément des formes de solidarité qui ont été constatées depuis le confinement, et notamment la solidarité pour faire face à l'urgence alimentaire. Dans le cadre du confinement, Daniel Obono a organisé une collecte solidaire et insoumise ce samedi 7 novembre
2020, donc samedi 7 novembre dernier, au local parlementaire, une collecte qui avait pour but, bien sûr, de collecter des produits alimentaires, des denrées de première nécessité, des objets divers, des vêtements, qui ont été redistribués à plusieurs associations locales. Associations avec qui nous sommes bien sûr en lien très régulier pour participer de cette solidarité dont les habitants du quartier ont terriblement besoin en cette période. Cette collecte a été organisée également en coordination avec les membres des groupes d'action des 18e et des 19e arrondissements. Je profite de cette séquence de l'EMD pour les remercier car leur investissement est véritablement important pour nous et pour nous aider dans nos actions au niveau local. On a besoin vraiment de cette solidarité car le constat actuel, en plus du contexte sanitaire, c'est véritablement l'urgence alimentaire. On pense notamment aux migrantes et aux migrants, on pense aux personnes à la rue, aux mineurs isolés, mais aussi aux familles qui sont dans une telle précarité économique et sociale dans le quartier et qui ont besoin vraiment de ces actions de solidarité. Et cet élan, justement, on le retrouve dans la circonscription à travers la mobilisation de nombreuses associations qui organisent, comme lors du premier confinement, des actions de solidarité pour apporter autant que possible une aide alimentaire aux personnes démunies et aux personnes précaires. Ces associations m'ont également mobilisé depuis quelques semaines une cagnotte en ligne pour les aider à appuyer et à apporter une aide financière et à augmenter leur capacité financière pour aider au maximum les habitants et à apporter une aide de proximité tout simplement, de plus en plus importante. Aussi, dans le 19e arrondissement, depuis le lundi 23 novembre 2020 et jusqu'au lundi 15 mars 2021, il y a les Restos du Cœur qui organisent des distributions de colis alimentaires. Ça se passe le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h30 au 15 avenue de la Porte de la Villette. Enfin, il y a aussi la distribution de repas chauds qui s'effectue du lundi au vendredi de 11h à 13h. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la mairie du 19e arrondissement. Voilà, c'est fini pour cette séquence de l'EMD consacrée à la circonscription et particulièrement à la solidarité pour faire face à l'urgence alimentaire. Et en attendant, on vous informe qu'on va organiser, que Daniel Obono organise une collecte alimentaire très prochainement au local parlementaire. On vous tiendra informé sur les réseaux sociaux bien entendu et informations que vous pourrez communiquer et relayer sur vos réseaux également. Je vous retrouve pour une prochaine séquence de l'EMD. Bonjour, moi je vais vous parler d'un aspect du travail de Daniel Obono dont on parle un petit peu moins dans cette revue, qui est celui qui concerne les territoires de la Polynésie, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Outre-mer, même si, comme vous le savez, Outre-mer c'est vu d'ici, vu de là-bas, les Outre-mer c'est nous. En tout cas, Daniel fait partie de la délégation des Outre-mer. Elle s'est rendue à plusieurs occasions dans ces territoires. Elle a interpellé la ministre notamment de la Guadeloupe sur la situation sanitaire catastrophique qui avait lieu là-bas. Elle a, au moment de la crise du Covid, eu plusieurs entretiens avec des personnes, notamment du Maori Santé Guyane, sur la gestion de la crise Covid en Guyane, avec des associations et des ONG sur la situation sociale terrible à Mayotte, suite au premier confinement, avec des syndicats hospitaliers par exemple, sur la situation aux Antilles, ou encore elle a récemment posé une question au gouvernement sur les risques de saturation des hôpitaux en Polynésie. L'aspect dont je voudrais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est la question du chlordécone. Le chlordécone, qu'est-ce que c'est ? C'est un pesticide qui est utilisé pour combattre le charançon dans la culture des bananes. Et en France, ça concerne les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. C'est un pesticide qui est dangereux, on le sait depuis longtemps, depuis la fin des années 50. Il est interdit aux États-Unis en 1976. Alors la France autorise le rachat de la licence et c'est, devinez qui, le président du groupement des producteurs de bananes qui rachète la licence et qui
continuent à produire ce produit, ce pesticide très dangereux. Il n'est interdit en France qu'en 1990, et encore, on laisse une prorogation de 3 ans pour les Antilles. Il sera donc autorisé encore pendant 3 ans aux Antilles pour écouler les stocks. De toute façon, le chlordécone, ça ne concerne que les Antilles. On ne produit pas de bananes en France métropolitaine. C'est un produit qui est extrêmement dangereux, qui a été utilisé à main nue dans des conditions où en plus il pleuvait, les gens en inhalaient, les travailleurs en inhalaient, ils le touchaient, ils le manipulaient. C'était une véritable catastrophe. Mais ça ne rentre pas dans la banane. Donc les consommateurs de bananes, eux, étaient tranquilles. On pense que 90% de la population a été touchée. Les Antilles ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Il y a aussi des problèmes neurologiques, des problèmes cardiaques. Ce n'est pas seulement les populations qui sont touchées, mais l'eau et la terre qui sont contaminées plus ou moins pour toujours. Bon, c'est un véritable scandale cette affaire, et dans ça, l'État est largement responsable de ne rien avoir fait, d'avoir autorisé, et aujourd'hui encore de ne pas poursuivre les entreprises qui ont mis en danger aussi durement les populations. Le gouvernement vient de sortir un plan chlordécone 4. C'est un plan donc pour la recherche sur le chlordécone, qui vise une alimentation zéro chlordécone et l'accompagnement justement économique des personnes qui sont touchées. Quand on disait des associations, qu'on est en retard. On est en retard environ de 30 ans. C'est des choses qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Et par ailleurs, ça continue. C'est-à-dire d'autres molécules sont aujourd'hui importées à ce point qu'elles parlent d'un véritable cocktail d'empoisonnement. Bref, on est en retard et en plus, le plan chlordécone n'aborde pas la question de l'indemnisation des personnes, des familles qui ont été véritablement décimées, des personnes qui ont perdu complètement leur entreprise, etc. Enfin, quand les personnes se révoltent contre cet état de fait, quand ils essayent de dénoncer tout ça, ils sont en général durement réprimés. C'est ce qu'on a vu cet été avec la manifestation de ce juillet où le jeune militant Kezia Nuissier a été violemment interpellé et c'est lui qui est accusé d'agression envers les policiers et qui est aujourd'hui en procès. Enfin, le procès a été reporté en mars. Toutes ces questions, nous continuerons bien sûr à les suivre aux côtés des associations et on aura largement le temps d'en reparler. Si vous voulez en savoir plus sur ce scandale du chlordécone, vous pouvez lire par exemple la super bande dessinée de Jessica Oublié, Toxic Tropique, et écouter son interview dans l'émission Kif Taras. On met les liens pour tout ça dans la description. Voilà, c'est la fin de notre revue d'activité parlementaire. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à la réaliser, donc notamment Anis qui est derrière la caméra, qui s'est occupée de l'ensemble de la production, mais toute l'équipe, vous avez vu, à la fois participe à l'activité et à son compte-rendu, ce compte-rendu que nous faisons à travers cette émission. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, et dans ce cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en bas de la vidéo et puis à la diffuser autour de vous sur tous vos réseaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle revue d'activité parlementaire. Protégez-vous, prenez soin de vous et rendez-vous à tous et toutes dans la lutte et la mobilisation. À bientôt.